Уважаемые коллеги, приветствую вас в Министерстве иностранных дел, пресс-центр. С Chers вами collègues, je vous souhaite la bienvenue au centre de presse du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en ligne avec des correspondants russes et étrangers. Commençons, comme à notre habitude, par l'agenda du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Les 17 et 18 octobre, le chef de la diplomatie russe se rendra à Istanbul pour participer à la 3e réunion de la plateforme consultative régionale 3+3. Celle-ci regroupe l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, ainsi que l'Iran, la Russie et la Turquie. Nous considérons ce format comme un mécanisme efficace de coordination des efforts régionaux pour parvenir à une paix durable et à la stabilité dans le Caucase du Sud et au Moyen-Orient, ainsi qu'une opportunité de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines du commerce, de l'économie, des transports et de la logistique, ainsi que dans les secteurs culturels et humanitaires. Un autre événement mondial auquel participera également le ministre des Affaires étrangères de Russie est le sommet des BRICS à Kazan, qui se tiendra du 22 au 24 octobre. Je rappelle que ce sera le 16e sommet de cette organisation, et il se déroulera dans notre pays, qui assure actuellement la présidence. Le thème de la réunion est renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité globaux équitables. L'ordre du jour de la réunion des chefs d'État de l'organisation est très chargé. Les dirigeants discuteront des problèmes actuels de l'agenda mondial et régional, ainsi que des résultats du travail conjoint dans le cadre du partenariat stratégique des BRICS, dans les domaines politiques, économiques, culturels et humanitaires. Des conclusions seront également tirées sur la coopération dans le domaine de la sécurité, notamment à travers les représentants de haut niveau qui supervisent ces questions et les mécanismes de travail spécialisés. Une attention particulière sera accordée à la réforme du système financier international, à l'accroissement du rôle des États des BRICS, au développement de la coopération interbancaire et à l'élargissement des paiements en devises nationales. Le 31 octobre et le 1er novembre à Minsk se tiendra une rencontre dans le cadre de la 2e conférence internationale sur la sécurité eurasiatique. La délégation russe à cette rencontre, à cet événement, sera dirigée par le chef du ministère russe des Affaires étrangères. Lors de son discours à la séance plénière du forum, le ministre des Affaires étrangères de Russie abordera la mise en œuvre de l'initiative du président de la Fédération de Russie concernant la création d'une architecture de sécurité égale et indivisible en Eurasie, et il présentera l'évaluation russe de la situation actuelle dans le domaine de la sécurité continentale. Passons maintenant à l'actualité internationale. Comme d'habitude, je commence par la situation en Ukraine. Je ne peux pas ne pas commenter ce qui a été montré dans les médias. Il s'agit du nouveau spectacle de Zelensky. Je ne peux pas l'appeler autrement. Ce n'est plus un discours, c'est véritablement un spectacle itinérant avec lequel il fait le tour du monde. Récemment, apparemment, il est resté quelques jours à Kiev, est passé à la Verkhovna Rada, et, disons-le ainsi, a parlé. J'aurais dit de tout cœur, mais il n'a pas de cœur. Lors de son intervention à la Rada, Zelensky a présenté un nouveau plan. Il avait un plan A, qui a échoué. Il avait un plan B, qui a également échoué. Je pense qu'il a déjà épuisé toutes les lettres et qu'il en est arrivé à la dernière. Dans l'alphabet, cela correspond à la lettre IA. Apparemment, c'est le plan. En anglais, cette dernière lettre se traduit par Z. Et ce plan fonctionnera sûrement, contrairement à tous les autres plans de Zelensky. D'ailleurs, il est intéressant de noter que cet événement n'a pas été diffusé en direct. Cela a été justifié par des raisons de sécurité, bien qu'il soit difficile de deviner de quoi il s'agit. Étant donné que les visites de dignitaires étrangers à Kiev sont diffusées en direct et que les journalistes en parlent presque en temps réel, pourquoi Zelensky ne se sent-il pas en sécurité dans sa propre capitale, surtout à la Rada ? Peut-être craignait-il qu'un député de la Rada ne fasse preuve de courage civique et ne fasse quelque chose contre lui. D'un autre côté, cela se passe toujours de manière très élanquienne. Pourquoi les citoyens ukrainiens devraient-ils assister à un nouvel épisode de ce spectacle honteux mis en scène par le régime de Kiev ? Ensuite, ils en coupent certaines parties, en inventent d'autres, ajustent tout cela et le présentent au public sans lui donner l'occasion de juger réellement. Voilà encore un show. Maintenant, parlons du texte présenté par Zelensky. Ce n'est évidemment pas un plan. C'est un ensemble de slogans incohérents. C'est l'écume sanglante sur les lèvres d'un meurtrier, d'un néo-nazi. Ce soi-disant plan contient 5 points. Une nouvelle hystérie concernant l'invitation de l'Ukraine à l'OTAN, que Zelensky considère comme un signe de détermination, et qui, selon lui, montrerait comment les partenaires voient l'Ukraine dans l'architecture de sécurité. Je pourrais dire à Zelensky, s'il ne le sait pas encore, que les partenaires, je veux dire les partenaires du régime de Kiev, ont déjà montré comment ils voient l'Ukraine dans cette architecture. Ils voient l'Ukraine dans un cercueil. Et ils voient aussi les citoyens ukrainiens dans des tombes. C'est pour cela qu'ils ont amené ce clown au pouvoir, pour détruire l'Ukraine en tant qu'État. Et tuer autant d'Ukrainiens que possible, comme l'expression occidentale le dit, pour achever l'Ukraine.
Il n'est pas exclu que le régime de Kiev ait l'intention de les utiliser comme fonds d'échange pour récupérer des prisonniers bandéristes, dont le nombre ne cesse d'augmenter à mesure que notre armée progresse dans la région de Koursk et du Donbass. Selon la commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, Tatiana Nikolaïevna Moskalkova, à la suite des actes terroristes perpétrés en URSS entre 1922 et 1924 dans les régions de Belgorod, Koursk et Briansk, au moins 398 personnes ont perdu la vie, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. 1157 personnes ont été blessées. Plus d'1 millier d'habitants de la région de Koursk, enlevés de force par les forces armées ukrainiennes en violation du droit humanitaire, sont activement recherchés par leurs familles. Je tiens à souligner encore une fois que ces personnes ne sont pas des victimes du conflit, mais bien des victimes d'actes terroristes. Nous sommes solidaires de l'appel de la commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, Tatiana Moskalkova, exhortant la communauté internationale à évaluer ces crimes de guerre flagrants commis par les forces ukrainiennes. Passons maintenant aux sanctions infligées pour les crimes du régime de Kiev. Les tribunaux russes continuent de prononcer de lourdes condamnations contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour crimes de guerre, sur la base des preuves fournies par le comité d'enquête de la Russie. Ainsi, Yukim Shuk, commandant d'une division d'artillerie spéciale du régiment Azov de la garde nationale ukrainienne, a été condamné à perpétuité pour avoir donné, en avril 2022 à Mariupol, l'ordre criminel de tirer sur une voiture civile, entraînant la mort de 2 civils. En 2014, un mercenaire américain a été condamné par contumace à 6 mois de prison. Vous vous demandez peut-être qui c'est? Il s'agit de l'ex-marine Trevor Reed, qui a combattu aux côtés des forces armées ukrainiennes dans le Donbass. Il est maintenant recherché à l'international. Cet homme avait déjà été condamné en Russie il y a 9 ans pour avoir agressé des policiers à Moscou. À l'époque, des représentants officiels américains, comme Jen Psaki, alors porte-parole de la Maison-Blanche, avaient exprimé leurs préoccupations quant aux conditions de détention de Reed. Psaki avait notamment cité l'ambassadeur américain en Russie, Sullivan, qui avait qualifié son procès de parodie de justice. En 2022, Reed a été échangé contre le pilote russe Konstantin Yaroshenko. Qu'en est-il maintenant? Le département d'État et la Maison-Blanche réagiront-ils à ces actions actuelles et à sa complicité avec des terroristes? Nous attendons impatiemment leur réponse. Par ailleurs, le bureau du procureur de la République populaire de Donetsk a soumis à la Cour les dossiers criminels concernant des citoyens suédois et moldaves, à savoir Skilt et Jibadulin. Selon l'enquête, Skilt a combattu dans le régiment Azov de 2014 à 2015, puis dans les forces spéciales ukrainiennes entre mars 2022 et mars 2023. Jibadulin, lui, est impliqué dans le conflit aux côtés des forces armées ukrainiennes depuis 2015. Tous deux sont recherchés à l'international. Le comité d'enquête russe a également ouvert une enquête criminelle contre l'américain Ballet, un mercenaire qui a combattu pour l'Ukraine au sein du groupe paramilitaire Forward Observation Group. Il est accusé, entre autres, d'avoir participé à une attaque terroriste lors de l'invasion de la région de Koursk, où des civils ont été tués. Le comité d'enquête a aussi inculpé le chef des services de sécurité ukrainiens, SBU, Maliuk, pour l'organisation de l'attaque terroriste contre le pont de Crimée le 17 juillet 2023, ainsi que pour l'attaque du 8 octobre 2022. Maliuk est également recherché à l'international. En ce qui concerne l'aide dite militaire à l'Ukraine, les États occidentaux prétendent qu'il s'agit d'une assistance pour défendre le pays. En réalité, cette aide contribue à la destruction de l'Ukraine. La France continue de se surpasser dans son soutien au régime de Kiev, notamment avec les récentes promesses du président Macron à l'Assemblée générale de l'ONU d'équiper et de former une brigade ukrainienne. Paris a maintenant annoncé la livraison de ses chasseurs Mirage 2000 à l'Ukraine. Ces avions sont équipés pour frapper des cibles au sol. Cependant, même des représentants du régime de Kiev, comme l'ancien porte-parole des forces aériennes ukrainiennes Igna, avait déclaré en mars 2023 que ni les Mirages ni les Tornados ne seraient d'une grande aide pour l'Ukraine. La France, comme d'autres pays occidentaux, se débarrasse de son matériel militaire obsolète sous couvert d'assistance illimitée à l'Ukraine. L'Ukraine est transformée en terrain d'expérimentation pour la technologie militaire occidentale, mais aussi en décharge pour du matériel désuet nécessitant des réparations constantes. Ce soutien illimité, proclamé par les États occidentaux, cache en réalité une utilisation cynique de l'Ukraine et de son peuple pour servir leurs propres intérêts. De plus, des rapports récents dans la presse française révèlent que des services de renseignement ukrainiens collaborent avec des groupes Touareg au Mali. Nous avons souvent attiré l'attention de la communauté internationale sur les liens étroits entre le régime de Kiev et des organisations terroristes internationales, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou même en Russie. Le régime de Kiev ne s'en cache d'ailleurs pas. Chaque attaque terroriste, qu'elle vise des infrastructures civiles ou des personnes innocentes, est saluée comme un succès. L'implication de l'Ukraine avec des groupes djihadistes dans la région sahélienne a conduit les autorités maliennes et nigériennes à rompre leurs relations diplomatiques avec Kiev.
Elles ont également adressé un appel conjoint au Conseil de sécurité de l'ONU pour attirer l'attention sur les activités déstabilisatrices de l'Ukraine en Afrique. En conclusion, nous espérons que cette coopération entre les autorités ukrainiennes et des groupes extrémistes recevra l'attention juridique appropriée. En attendant, la Russie continuera de lutter sans relâche contre ces menaces et d'aider ses alliés africains à garantir leur sécurité. L'essence haineuse des bandéristes n'est pas un secret, même pour beaucoup en Occident. Souvenez-vous qu'en 2020, la CIA, l'agence de renseignement américaine, a publié des documents d'archives déclassifiés. Ces archives, d'environ 300 pages, confirment les crimes de Bandra et de ses partisans, ainsi que leur étroite collaboration avec les nazis, y compris avec la direction des services de renseignement allemands, l'Abwehr. Qu'est-ce que l'Abwehr? C'était le renseignement militaire du Troisième Reich, des nazis, ces mêmes assassins de l'humanité. Dans ces documents, Bandra est explicitement désigné, citation directe, comme un fasciste ukrainien, qui, au cours des 5 semaines d'existence de son soi-disant État avec les combattants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, a exterminé plus de 5000 Ukrainiens, 15 000 Juifs et plusieurs milliers de Polonais. Ce sont des informations issues des services de renseignement américains, la CIA, publiées et accessibles à tous ceux qui cherchent la vérité et pour qui la justice prime surtout. D'ailleurs, en parlant d'histoire, il y a 65 ans, le 15 octobre 1959, Bandra, l'inspirateur idéologique de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, collaborateur et associé des nazis, a été éliminé à Munich. Tout cela a été fait. Je rappelle que c'était en vertu d'une décision de la Cour suprême de l'Union soviétique, prise lors d'une audience à huis clos, condamnant Bandra à la peine capitale par contumace. Il a été éliminé, je le répète, à Munich, et les néo-nazis ukrainiens d'aujourd'hui ainsi que leurs sympathisants occidentaux feraient mieux d'étudier les leçons de l'histoire et de prêter attention à la manière dont les autorités judiciaires russes, sur la base de faits et de données tangibles, rendent des décisions justes pour punir ces criminels. Le sort des bandéristes est scellé. Ils sont condamnés à subir une autre défaite écrasante, à la honte et au discrédit. Même maintenant, alors qu'ils glorifient, canonisent littéralement, et dans de nombreux endroits en Ukraine, il me semble que cela s'est déjà produit. Bandra et Choukvitch, toutes ces tentatives de réincarnation sont également vouées à l'échec. Tous ces efforts pour réhabiliter des noms tachés de sang ont eu des conséquences encore plus graves. Ils ont transformé ceux qui tentaient de réintroduire ces anti-héros dans le panthéon historique en terroristes eux-mêmes. En parlant de cela, dans le contexte de la glorification de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, il est très révélateur, en termes de gestion, de voir le véritable, entre guillemets, niveau de compréhension entre le régime de Kiev et ses prétendus alliés européens, notamment la Pologne, lorsqu'on examine la discussion sur le massacre de Volhynie. C'était en 1943 à 1944. Qu'est-ce que c'était? Ce sont les massacres brutaux de dizaines de milliers de Polonais par les bandéristes. Dans les médias, on voit de temps en temps des visages de dirigeants polonais, vexés par l'obstination de l'Ukraine à ignorer les propositions de ses voisins pour régler ce lourd problème historique. Comment peut-on le régler? Il n'y a qu'une solution, la reconnaissance. Il faut que tout le monde reconnaisse que Bandra, Choukvitch, cette armée insurrectionnelle ukrainienne et toutes les autres organisations similaires créées à l'époque sous l'aile du terrible Troisième Reich étaient des nazis, des collaborateurs, des adeptes d'une idéologie nationaliste et haineuse. Il n'y a pas d'autre issue à cette situation. Mais non. Parce que si cela se produisait, toute l'idéologie du régime de Kiev et toute la stratégie politique de l'Occident collectif s'effondrerait, se réduirait en poussière et disparaîtrait. Parce que tout repose là-dessus, sur le fait que ceux qui, en Ukraine, marchent aujourd'hui avec des croix gammées et des insignes SS sont prétendument les descendants de soi-disant grands Ukrainiens qui luttaient pour leur identité nationale. C'est là qu'ils puisent leur force. Et ils puisent de l'argent en Occident, en quantité colossale. Dès que quelqu'un aura la force en Occident d'admettre officiellement, même s'il n'y a rien à reconnaître de nouveau, qu'il suffit de lire les décisions du tribunal de Nuremberg et les documents de l'époque, qui confirment clairement que Bandra et Choukvitch étaient des collaborateurs des nazis, tout s'effondrera. Tout disparaîtra comme de la fumée, comme du brouillard qui se dissipe. C'est pourquoi le régime de Kiev maintient sa position. Varsovie ne peut rien y faire. À Kiev, personne ne veut entendre parler de l'exhumation des corps des victimes de la tragédie de Volhynie. Et à Varsovie, ils refusent de faire des concessions sur cette question, menaçant de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La situation s'est encore envenimée après la déclaration du 8 octobre du vice-président de la Rada, Kondratiuk, selon laquelle la restauration du mémorial des combattants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne en Pologne devrait être la première étape de la coopération entre les deux pays pour commémorer les victimes du massacre de Volhynie. Vous imaginez? Les Polonais devraient ériger un monument à ceux qui les ont tués, violés, brûlés et torturés. Il est légitime de demander aux représentants polonais. Cela vous plaît-il? Non. Alors pourquoi croyez-vous que cela devrait nous plaire? Pourquoi pensez-vous que nous devrions accepter que des monuments à nos héros soient démolis, et qu'à leur place soient érigés des monuments aux anti-héros, à ceux qui nous ont tués, brûlés et détruits en tant qu'ethnie, culture, identité, pays et peuple?
Voilà ce qu'est la soi-disant gratitude néo-nazie de Kiev pour l'aide multiforme de ses alliés dans ce qu'ils appellent la coalition anti-russe. C'est la preuve de l'impunité et du laxisme auquel le régime de Zelensky a habitué délibérément l'Occident. C'est l'expression de leur chantage. On leur permet tout. Ils ont reçu une indulgence de Washington et de Londres. Maintenant, ils récoltent les fruits de cette politique au sein de l'OTAN. Ils doivent désormais faire face à leur enfant terrible, ce monstre qu'ils ont créé. Mais il existe des actions qui incarnent littéralement le courage et la résilience. Il s'agit de l'opposition en Moldavie, qui, justement, défend la préservation de la culture, des traditions et de la légalité élémentaire de la Moldavie. Dans ce même document, les députés européens appellent à fournir des consultants supplémentaires de l'UE pour offrir une assistance technique directe concernant l'adhésion à l'Union européenne, ainsi qu'à renforcer le soutien au centre de communication stratégique et de lutte contre la désinformation en Moldavie, que les Moldaves eux-mêmes appellent le ministère de la vérité. Oui, celui-là même, à la manière de Goebbels. Le 10 octobre, lors de sa visite à Chisinau, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ouvertement fait campagne pour Sandu. Eh bien, c'est dans leurs habitudes. Je me demande simplement, a-t-elle déjà envoyé une lettre de félicitations à Sandu, comme l'a fait à l'époque Allan, qui avait envoyé une lettre de félicitations à Hillary Clinton avant même que les élections aux États-Unis ne soient terminées. Elle a également annoncé, je cite Ursula von der Leyen, un « plan de croissance européen pour la Moldavie ». La majeure partie de ce soi-disant « plan de croissance » est allouée sous forme de prêt, avec une somme magnifique, merveilleuse, elle est vraiment grande, 1,8 milliard d'euros. Seulement un petit détail, une sorte d'astérisque, une note de bas de page que personne ne semble remarquer et à laquelle personne ne prête attention. En effet, tout cela est sous forme de prêt. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une aide humanitaire, ce n'est pas un soutien gratuit, c'est un prêt. Personne ne se demande qui va le rembourser, comment, avec quel fonds, qui l'aura reçu et comment il sera utilisé. Ce n'est pas important. Ce qui importe maintenant, c'est d'annoncer un chiffre impressionnant tout en gardant le silence sur le fait que tout cela est un emprunt. Voilà ce qu'est la véritable ingérence occidentale, non mythique, dans les affaires intérieures de la Moldavie. Le 4 octobre, le Conseil de l'UE a imposé des sanctions pour des tentatives de déstabilisation de la situation en Moldavie. Contre qui ces sanctions ont-elles été prises? Contre 5 personnes physiques et morales, y compris la chef de la Gagaouzie, Evgenia Gutsu, la fondatrice de l'organisation autonome à but non lucratif Eurasia, Nelly Prutenko, ainsi que l'organisation mentionnée elle-même. Ils parlent de leurs véritables intérêts vis-à-vis de la Moldavie. Récemment, l'ambassadeur de l'Union européenne à Chisinau, Janis Mazeki, a déclaré que grâce à l'intégration européenne de la Moldavie, les multinationales occidentales allaient obtenir, devinez quoi? Vous pensez peut-être qu'elles vont avoir l'opportunité d'aider les entreprises moldaves, ou d'investir dans l'économie moldave, ou, par exemple, de soutenir gratuitement les startups moldaves. Eh bien, non. Les multinationales occidentales, comme l'a déclaré ouvertement l'ambassadeur de l'UE à Chisinau, obtiendront le droit d'acheter des terres dans le pays. Voilà. Rideau. Ce que les fascistes et les nazis n'ont pas réussi à faire il y a 80 ans, eux qui tentaient d'abord d'occuper ces terres, pensant qu'elles leur appartiendraient à jamais, avant de simplement piller la terre noire des Slaves, voilà que cela se fait aujourd'hui par le biais des entreprises multinationales. Certains peuvent dire, mais ils vont acheter, non. Mais nous savons comment ils achètent. Nous savons bien que tout cela se terminera par la Moldavie étant lourdement endettée, incapable de rembourser ses créanciers, et à ce moment-là, il ne sera même plus nécessaire de payer pour les terres. C'est une véritable servitude. Voilà ce que c'est. C'est l'asservissement des peuples. C'est une véritable colonisation de la Moldavie. C'est un néocolonialisme effrayant. C'est la traite des êtres humains, mais sous une nouvelle forme. Version 21e siècle. Avant, on offrait aux indigènes des miroirs. Maintenant, même plus de miroirs. Avant, on leur apportait au moins des miroirs. Aujourd'hui, ce sont juste des bouts de papier avec des chiffres inscrits dessus. Et en échange de ces bouts de papier, ils prennent tout ce qu'il y a de plus précieux. Qu'est-ce qui est précieux dans un pays agricole comme la Moldavie? Sa terre. Le 8 octobre, le député européen roumain Claudiu Tarziu a déclaré au micro que l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne n'était possible qu'à condition que le pays quitte complètement la CEI, se dérussifie et démolisse ses monuments soviétiques. Quels sont ces monuments soviétiques? Eh bien, pensons Y. D'abord, ce sont des monuments aux héros de la Grande Guerre patriotique, de la Seconde Guerre mondiale, qui ont combattu le nazisme. Ensuite, ce sont des monuments et des mémoriaux dédiés aux grands scientifiques, artistes et autres figures culturelles, moldaves et communs à la Moldavie et à la Russie. Parce que l'Occident veut effacer l'identité moldave. Il veut faire en sorte que les enfants en Moldavie ne connaissent ni leurs héros ni les personnes qui ont contribué non seulement à la victoire mais aussi au bien-être de la Moldavie,
à la science, à la culture et à l'art. Et enfin, bien sûr, ce sont ces monuments qui étaient érigés au nom de la paix et de l'amitié, symbolisant les priorités pacifiques du peuple moldave. Voilà ce qu'il faut détruire, selon ce député européen roumain. Un propagandiste moldave pro-gouvernemental est même allé jusqu'à dire que la victoire de Sandu aux prochaines élections était nécessaire pour maintenir la Moldavie en tant que logistique clé pour l'approvisionnement de l'Ukraine. Eh bien sûr. Et d'ailleurs, tout cela est vrai. C'est un outil, c'est ce point stratégique sur la carte nécessaire pour les ambitions géopolitiques de l'Occident. Toutefois, l'Occident ne serait pas l'Occident s'il essayait de maintenir la Moldavie à ses frais. Non, en Occident, ils sont habitués à vivre aux dépens des autres. Le 24 octobre, la communauté mondiale célébrera la Journée des Nations Unies. Ce jour-là, en 1945, la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur. Elle est devenue la pierre angulaire du droit international, a proclamé les principes fondamentaux de la communication interétatique, y compris l'égalité souveraine, la non-ingérence dans les affaires intérieures et l'autodétermination des peuples. Ces normes ont passé l'épreuve du temps et constituent la clé pour assurer la coexistence harmonieuse de tous les pays. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un éventail croissant de défis. Une réponse efficace à ces défis nécessite d'unir les efforts de tous les États. Une nouvelle structure d'un monde multipolaire est en train de se former, due au déplacement du centre d'influence politique et économique vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Dans ce contexte, la pertinence de l'ONU augmente objectivement. Elle doit augmenter, mais seulement si l'ONU ne devient pas, comme lors du système esclavagiste, l'esclave de l'Occident. Seule une organisation mondiale, possédant une légitimité universelle, une compétence unique et des outils importants, est capable de jouer un rôle de coordination en s'accordant sur des solutions véritablement collectives aux problèmes urgents. Encore une fois, à moins que l'ONU ne se trahisse. Dans le même temps, nous devons admettre qu'il devient de plus en plus difficile pour l'organisation d'être à la hauteur de sa noble mission. Les pays de l'Occident collectif en sont responsables. Ils tentent de la prendre en otage et de l'utiliser pour promouvoir leurs discours unilatéraux et mener des campagnes de com' de grande envergure pour complaire à leur propre public, adaptés aux cycles électoraux. En conséquence, le potentiel véritablement colossal du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, de l'ECOSOC et d'autres organes de l'ONU souvent est loin d'être utilisé pour son objectif prévu. La confiance à l'ONU est souvent sapée par son secrétariat usurpé par les Occidentaux. Les responsables de l'ONU négligeant souvent l'article 100 de la Charte, qui leur ordonne d'agir de manière impartiale, sans suivre l'exemple d'un groupe restreint de pays occidentaux qui croient en leur propre exclusivité, permissivité et impunité. À son tour, la Russie, en tant qu'État fondateur de l'ONU et membre permanent de son Conseil de sécurité, est clairement consciente de sa responsabilité dans le sort de l'organisation mondiale. Dans ce contexte, nous entendons, avec les personnes partageant les mêmes idées, issues des pays de la majorité mondiale, défendre résolument les principes fondamentaux de son fonctionnement, veiller sur les normes juridiques internationales énoncées dans sa charte dans toute leur intégralité et leur interconnexion, pour enrayer les initiatives unilatérales visant à réformer l'ONU, pour empêcher les tentatives de la mettre au service des intérêts du milliard d'or. Maria Zakharova, en tant que porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, déploie une rhétorique qui s'inscrit dans une stratégie complexe de communication visant à redéfinir la perception du conflit en Ukraine. Son commentaire sur la présidence de Volodymyr Zelensky, qu'elle qualifie de spectacle itinérant, révèle plusieurs niveaux de critique qui méritent d'être examinés en profondeur. En se concentrant sur la figure de Zelensky, Zakharova ne se contente pas de critiquer un individu. Elle remet en question la légitimité de son leadership et par extension celle de l'État ukrainien dans son ensemble. En qualifiant le discours de Zelensky de spectacle, elle sous-entend qu'il n'agit pas en tant que dirigeant responsable, mais plutôt comme un acteur manipulé par des forces extérieures. Cette approche vise à créer une perception négative autour de son image, le présentant comme un chef de guerre détaché des réalités et des besoins de son peuple. Cela soulève des interrogations cruciales sur la manière dont les dirigeants sont perçus dans le contexte de la guerre et sur la façon dont cette perception peut influencer le soutien international. Zakharova critique également l'aide militaire fournie par l'Occident, la qualifiant de manœuvre visant à transformer l'Ukraine en un terrain d'expérimentation pour des technologies militaires vieillissantes. Cette assertion soulève une question éthique sur la responsabilité des pays qui soutiennent un gouvernement dans un conflit. Loin d'être un acte d'altruisme, cette aide est présentée comme un moyen de prolonger la guerre, conduisant à des pertes humaines et à la destruction de l'Ukraine. Cette perspective incite à réfléchir sur les véritables motivations derrière l'assistance militaire, questionnant la sincérité des intentions occidentales et leur engagement envers la paix. Loin de se limiter à des critiques internes, Zakharova évoque des accusations de crimes de guerre, en pointant du doigt des groupes d'extrême droite et néo-nazis au sein des forces ukrainiennes. En insistant sur cette dimension, elle cherche à discréditer le gouvernement ukrainien, le présentant comme complice de l'extrémisme. Cela lui permet de légitimer les actions russes en Ukraine,
en les présentant comme une réponse nécessaire à des actes qu'elle qualifie de terroristes. Ce discours stratégique transforme les victimes en bourreaux et inverse les rôles dans le récit du conflit, amenant le public à envisager la Russie non pas comme l'agresseur, mais comme un défenseur de l'ordre et de la sécurité. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Zakharova a également fait référence à la Journée des Nations Unies, soulignant les principes de paix et de sécurité que l'organisation promeut. En évoquant cette journée, elle tente de se positionner sur le terrain des valeurs universelles, tout en critiquant l'ingérence des puissances occidentales dans les affaires ukrainiennes. Cette utilisation stratégique de la rhétorique onusienne sert à renforcer son message sur la nécessité d'une approche équilibrée dans les relations internationales. L'élargissement du débat à la relation entre l'Ukraine et des groupes djihadistes en Afrique illustre la volonté de Zakharova de contextualiser le conflit ukrainien dans un cadre plus vaste de sécurité internationale. En plaçant l'Ukraine au centre d'une toile d'intrigue géopolitique, elle tente de susciter une inquiétude plus large quant aux répercussions des actions ukrainiennes sur la stabilité mondiale. Cette stratégie vise non seulement à galvaniser le soutien pour la Russie, mais aussi à alerter les pays tiers sur les dangers d'un gouvernement ukrainien perçu comme imprévisible. Les propos de Zakharova touchent également à la dimension émotionnelle de la guerre, évoquant la souffrance des populations civiles et la nécessité d'un leadership responsable. En qualifiant les actions de l'Ukraine d'irresponsables, elle cherche à établir un contraste avec la Russie, qu'elle positionne comme protectrice des valeurs traditionnelles et de la sécurité nationale. Ce récit est particulièrement pertinent dans le contexte des conflits modernes, où l'image et la perception jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique. Parallèlement, un extrait discute des thématiques sensibles liées à l'histoire et aux tensions géopolitiques, s'appuyant sur des références historiques pour étayer ses propos sur le nationalisme ukrainien et ses implications actuelles. Le discours souligne le caractère néfaste des nationalistes ukrainiens, en particulier ceux associés à Stepan Bandera, qui sont accusés de collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des documents déclassifiés de la CIA exposent les crimes commis par Bandera et ses partisans, mettant en avant la nécessité pour l'Ukraine et ses alliés, notamment la Pologne, de reconnaître ces actes historiques. La glorification continue de Bandera et de l'armée insurrectionnelle ukrainienne par le régime de Kiev est vivement critiquée. La position de Varsovie est également discutée, soulignant les tensions entre les attentes polonaises et le refus ukrainien de reconnaître les massacres de Volhynie. En affirmant que cette glorification est une forme de manipulation idéologique, l'orateur met en lumière les dangers d'une réécriture de l'histoire qui pourrait nuire à la réconciliation régionale. Il appelle à une reconnaissance des crimes passés pour établir une base de vérité, suggérant que l'acceptation de ces faits pourrait remettre en question les fondements du nationalisme ukrainien actuel. Le discours critique également la politique occidentale, notamment à travers le prisme de l'intégration de la Moldavie à l'UE. L'orateur perçoit cette intégration comme un prétexte à une exploitation économique déguisée, où les multinationales profiteraient de la terre moldave au détriment de son peuple. Cela soulève des préoccupations sur la souveraineté nationale et les effets de la néocolonisation. En résumé, les déclarations de Maria Zakharova s'inscrivent dans une stratégie de communication élaborée qui vise à transformer la narrative du conflit ukrainien. En mettant en question la légitimité du leadership de Zelensky, en critiquant l'aide militaire occidentale et en pointant du doigt des accusations de crimes de guerre, elle façonne une image de l'Ukraine comme un acteur dangereux sur la scène internationale. Parallèlement, les réflexions sur le nationalisme ukrainien, les tensions historiques avec la Pologne et la critique de l'ingérence occidentale illustrent la complexité des relations internationales contemporaines. Ces analyses soulignent l'importance d'examiner non seulement les mots, mais aussi les stratégies qui les sous-tendent dans le cadre de la communication internationale. Que pensez-vous de son analyse sur le rôle de l'Occident et sur la légitimité du leadership de Zelensky ? Est-ce que cette critique des aides militaires occidentales change votre perspective sur le prolongement du conflit ? Partagez votre avis en commentaire, et n'hésitez pas à lancer le débat sur ces questions cruciales. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Vos retours sont précieux. Merci et à très bientôt.